Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à vous qui êtes là dans la salle et bonjour à celles et ceux plus nombreuses qui nous suivent en ligne. Bienvenue à cette première conférence des premiers entretiens de l'orientation. Quel métier et quelles compétences pour répondre aux transformations écologiques, économiques, sociales et numériques? Voilà la question à laquelle vont tenter de répondre nos intervenants. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ce webinaire car il porte sur une question majeure, une question difficile, parfois angoissante pour les jeunes, leurs parents, leurs enseignants. Une question difficile aussi, je voudrais le souligner, pour les experts qui tentent d'y répondre. Il y a 10 ans, un duo d'économistes chevronnés avait fait sensation dans la profession en prédisant que le numérique menaçait 47% des emplois aux États-Unis dans les 10 à 20 ans à venir. Or, comme nous sommes 10 ans après cette prévision, nous pouvons désormais le proclamer, elle était totalement fausse. La plupart des emplois aujourd'hui existaient déjà il y a 10 ans, même si beaucoup d'entre eux ont beaucoup changé. Il est vraisemblable que la récente prévision des experts de la banque Goldman Sachs, selon laquelle 300 millions d'emplois dans le monde seraient menacés par le système d'intelligence artificielle ChatGPT, est tout aussi erronée. En revanche, ce qui paraît certain, c'est que le contenu des emplois va changer en profondeur. Si je regarde le métier que je connais le mieux, le mien, celui de journaliste, il existait déjà il y a 30 ans, mais je l'exerçais de manière complètement différente. J'ai dû acquérir toute une série de nouvelles compétences pour continuer à l'exercer. J'ai dû améliorer mon anglais. J'ai dû me mettre sérieusement à l'informatique, aux techniques documentaires, améliorer mon expression orale, et j'en passe. Or, ces changements, ils vont sans doute s'accélérer dans les prochaines années parce que nous entrons enfin dans la transition énergétique et écologique, sérieusement, parce que le numérique aborde aujourd'hui une nouvelle étape où il bouleverse toujours plus profondément la façon dont nous informons, dont nous renseignons, mais les conditions même de la connaissance, et aussi parce que les fondements de la vie en société sont en train de se transformer sous l'effet de toute une série de facteurs, dont le vieillissement. Vers où faut-il regarder? À quoi faut-il préparer ceux qui ont 15 ou 17 ans aujourd'hui? Voici ce dont il va être question maintenant. Et comme vous l'a dit Béatrice, vous pouvez aussi poser vos questions que je capterai grâce à ce petit instrument. J'appelle maintenant les participants à cette première table ronde à me rejoindre. Et je vais commencer tout de suite avec vous, Gilles de Margerie. Gilles, vous êtes commissaire général de France Stratégie. France Stratégie, c'est un organisme public qui sert un peu de vigie à l'hôtel Matignon et à l'administration. Votre organisme a beaucoup travaillé ces dernières années sur la prospective des métiers. Vous avez d'ailleurs un gros programme de travail qui s'appelle Les métiers en 2030. Et vous allez d'abord nous camper le paysage des emplois et des compétences en un univers en plein mouvement. Alors, un univers en plein mouvement, mais pas où on pense. Et donc, le point le plus important que je voudrais partager avec ceux qui nous voient et nous écoutent ce matin, c'est qu'il y a en fait des lignes de force qui sont assez bien déterminées sur ce qui va faire des grands nombres d'emplois additionnels et qui ne sont pas du tout celles que prédisaient à tort les auteurs de l'étude dont vous parliez. Et qui sont en fait liées à des choses très simples qu'on connaît tous, c'est que la société vieillit et qu'on va devoir faire la transition écologique. Et le vieillissement de la société, ça conduit à avoir besoin de plus de gens pour s'occuper des personnes âgées, qu'il s'agisse de l'accompagnement, du soin, de l'aide à domicile, etc. Donc ça va être une énorme poche de création d'emplois additionnels. Et puis la transition écologique, ça va conduire à devoir rénover énormément de bâtiments. On s'est fixé des objectifs extraordinairement ambitieux qui sont de l'ordre de millions de rénovations par an dans quelques années. Très très difficile, mais imaginons qu'on arriverait à se rapprocher de ça. Là aussi, on parle de centaines de milliers d'emplois additionnels dans les domaines du second œuvre du bâtiment. Et donc, quand on se projette dans l'avenir, les métiers où il va y avoir de la croissance de l'emploi sont plutôt ces métiers-là. En revanche, il faut toujours avoir en tête que quand on regarde les recrutements, ça n'a qu'un lien assez limité avec les métiers qui sont en croissance, parce que 9 fois sur 10, quand vous recrutez quelqu'un, c'est pour remplacer quelqu'un qui est parti à la retraite. Et donc, les recrutements, ils sont dans les métiers qui sont beaucoup de personnes salariées et beaucoup de départs à la retraite. Et vous pouvez donc avoir des situations où vous recrutez beaucoup dans des métiers qui sont en décroissance. Ou en stabilité presque complète. Alors, pour prendre des choses très différentes, les agents de maintenance, c'est un très gros métier, on recrute beaucoup.
Et donc, on recrute beaucoup, alors qu'ils n'augmentent pas en nombre. Et on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça sur un métier très important, puisqu'on parle en millions de salariés, qui est le métier des enseignants, où les effectifs évoluent peu, mais où il faut renouveler constamment. Il y a une pyramide des âges qui fait qu'on recrute beaucoup d'enseignants, alors même que le nombre total d'enseignants évolue peu. Donc c'est une mécanique en fait assez compliquée à saisir. On parle souvent donc des emplois du numérique. Vous les regardez comment, vous? Alors, il y a un aspect qui est sûr, c'est qu'on a besoin de plus d'emplois très qualifiés dans ces domaines-là. Donc, non seulement là, on recrute et il y a relativement peu de départs en retraite, parce que ce sont des métiers assez jeunes, et donc l'augmentation des emplois ressemble au nombre de recrutements additionnels qu'on fait. Donc ça existe, mais ce ne sont pas des très gros métiers en termes de nombre de gens. Donc ça se voit dans les statistiques, mais c'est pas gigantesque. Et en revanche, ce qui est clair, c'est que les prévisions apocalyptiques de messieurs Frey et Osborne que vous citiez tout à l'heure ne se sont pas matérialisées et ne se matérialisera pas non plus. Je suis d'accord avec votre anticipation sur l'étude de Goldman Sachs. Ce qu'on voit, c'est une érosion d'un certain nombre de métiers. Pour prendre quelque chose de très clair, les secrétaires, on a un peu moins de secrétaires aujourd'hui et toujours chaque année un petit peu moins de secrétaires parce que ce sont des métiers dont les techniques informatiques de traitement de texte, échange en ligne, réservation automatisée, définition des organisations de réunions par le logiciel lui-même sont en partie mangées par l'évolution technique. Mais ce sont des choses de second ordre et donc ce n'est pas un effondrement même dans ces métiers tertiaires où il y a potentiellement des gains de productivité liés au changement informatique. Il faut bien voir que il y a le métier, il y a les tâches qui constituent le métier, et ces tâches peuvent évoluer sans que le métier lui-même ne disparaisse, et puis il y a les compétences pour effectuer ces tâches. Et la raison pour laquelle il y a ces erreurs massives d'anticipation, c'est que les gens confondent le fait qu'on peut automatiser un geste avec automatiser un métier. Il y a une chose toute simple, c'est imaginons qu'on réussirait à faire circuler des camionnettes dans la rue pour faire de la livraison automatique sans conducteur. Arrivé au pied de l'immeuble, elles ne savent pas livrer. La camionnette ne va pas ouvrir le porche et trouver la boîte aux lettres. Et donc, en réalité, quand on dit qu'on peut automatiser quelque chose et que ça va détruire des emplois, on est généralement en train de regarder juste l'automatisation d'un geste et pas l'automatisation d'un métier. Et un métier, ça ne s'automatise pas, des gestes s'automatisent. Il faut à chaque fois regarder la différence entre les deux. C'est ce qui a fait l'erreur massive de l'étude que vous citiez. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, que cette étude, qui était franchement très mauvaise, ait eu l'écho mondial qu'elle a eu, ça en dit plus sur nos anxiétés, sur notre attitude vis-à-vis du changement technique, que sur la réalité de ce qui va se passer. Alors, il y a d'un côté la crainte ou les craintes, je crois qu'on peut même parler, en parler au pluriel. De l'autre côté, il y a peut-être des métiers auxquels on ne pense pas forcément, qui en fait vont beaucoup recruter dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples? Alors, dans les métiers qui vont beaucoup recruter, il y a tout ce qui est aide à domicile. On est en train de réussir en partie, et ça crée d'ailleurs des difficultés, la politique de maintien à domicile des personnes âgées. Et il faut du monde pour accompagner les personnes âgées qui sont maintenues à domicile. Il faut évidemment du monde dans les EHPAD, plutôt plus que ce qu'on a eu jusqu'ici. Comme la population vieillit, elle a des besoins de santé croissants, et donc il faut plus de monde aussi dans les métiers du soin. Et puis dans le bâtiment, si on fait des ordres de grandeur très sommaires, en gros les flux annuels sur les logements et les appartements, c'est de l'ordre de 1% du stock. Et donc si vous voulez changer le stock, il faut que vous vous atteliez à rénover plein d'appartements ou plein de maisons qui existent. Et ça demande beaucoup de main-d'œuvre. On va reparler du logement et des matériaux du logement un peu plus tard, mais je voudrais d'abord m'adresser à Estelle Sauva. Vous êtes directrice générale du groupe Alpha, c'est un cabinet de conseil en transformation sociale qui avait commencé dans le conseil au comité d'entreprise, au CHSCT, puis qui a petit à petit élargi son champ d'intervention vers les projets de transformation sociale des entreprises. Donc vous êtes vraiment au cœur du sujet. Puis vous avez eu une autre casquette puisque vous avez été haut commissaire à la transformation des compétences. Donc là encore, on est au cœur du sujet. Vous avez contribué au plan d'investissement dans les compétences et à la mise en place du CPF, le compte personnel de formation.
Le chamboulement des compétences, c'est vraiment votre registre. D'abord, une question, peut-être pour remonter un peu en amont. Pourquoi les compétences changent? Pourquoi les entreprises cherchent des compétences différentes? D'abord parce que l'entreprise a un défi majeur, c'est de s'adapter à ce qu'elle a comme contrainte ou comme opportunité. Il y a deux façons de voir les choses quand on est dirigeant. Soit on observe le monde en se disant qu'on va jouer cette course en même temps que ses compétiteurs, et donc naturellement, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a des usages qui changent d'abord. C'est la nature en réalité des activités et des transformations qui appellent au changement. Les Américains parlent beaucoup de change, nous on parle beaucoup de transformation, donc les mots comptent en France. Mais la nature de cette transformation, elle a d'abord été le changement des usages par le numérique, puis par les outils robotiques, dans l'industrie notamment. Puis aujourd'hui, on parle évidemment de l'impact de ce que sera la transition climatique, énergétique, qui elle va avoir une transformation en profondeur des métiers, sans forcément détruire de l'emploi. C'est une approche très différente de ce qu'a été l'impact sur la désindustrialisation. Et puis il y a aussi un autre pourquoi changer. C'est pas tant pourquoi, c'est à quel rythme changer. Donc, la première question aussi que se posent les dirigeants, c'est une question de rythme. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent finalement. Moi, très tôt, je l'écrivais il y a à peu près 6-7 ans, sur la question de la rapidité de transformation qu'on observait dans le cadre des demandes des dirigeants, des DRH, qui avaient besoin de changer des lignes de production à un rythme effréné. Faire des changements en 4 ou 5 ans, c'est possible en matière d'anticipation. Quand vous devez changer en moins de 2 ou 3 ans, ce qu'on a vu en matière de R&D, par exemple dans le secteur automobile, eh bien, quelque part, ça change, ça modifie complètement la façon de produire. Et donc, d'un côté, il y a les consommateurs, eux, ils veulent consommer autrement, ils ont changé les usages, ils veulent que ça aille plus vite, il y a un enjeu d'instantanéité, donc ils veulent le produire tout de suite. Et de l'autre côté, il y a ceux qui produisent, et d'une certaine façon, il faut adapter ces modes aux besoins. Donc voilà les raisons pour lesquelles ça change. Alors après, il y a différentes façons de changer les activités. Moi, je suis notamment dans le secteur du conseil, et donc on a beaucoup d'activités dans le secteur de la comptabilité, de la finance, de l'expertise comptable, du commissariat. C'était un métier qui était plutôt historiquement protégé, et pour autant, aujourd'hui, il est totalement exposé à la transformation numérique d'abord, fracture numérique, parce qu'il arrive à la facture électronique, par exemple, ces processus de gestion instantanée qui permettront de tout digitaliser, donc ces métiers ont besoin aussi de s'adapter, et donc on parle aujourd'hui beaucoup d'hybridation des compétences, c'est-à-dire la capacité à maîtriser les métiers génériques, c'est-à-dire la gestion du chiffre, de la comptabilité, de l'expertise, et en même temps de pouvoir hybrider avec des questions numériques, et puis de plus en plus aujourd'hui, selon les secteurs d'activité, d'autres formes d'hybridation, avec des enjeux de sociologie, selon que vous soyez dans le secteur de la transition écologique. J'imagine qu'on y viendra juste après. Bien sûr. Pour continuer un petit peu, les compétences de demain, vous avez tracé quelques pistes. Qu'est-ce qui vous paraît important? Alors, les compétences de demain, elles sont... D'abord, moi, je suis, comme Gilles de Margerie l'a rappelé tout à l'heure, très attentive depuis un grand nombre d'années à faire attention à tous ces lanceurs d'alerte qui prédiraient l'approche de l'apocalypse sur la question des emplois et des métiers. D'abord parce que c'est pas ce qu'on observe sur le terrain. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'on a des entreprises, des dirigeants, des DRH qui ont cruellement besoin de compétences. Simplement, elles ont besoin de ces compétences, s'adaptent plus vite à leur changement, à leur contrainte. La demande, c'est d'abord une capacité d'adaptabilité de chacun. On parle beaucoup d'exigences d'agilité dans les entreprises. D'abord, les compétences de demain sont des gens qui seront en capacité de pouvoir accueillir les transformations de façon plus souple, plus active et d'une certaine façon monter sur le pont en s'emparant des formations qui seront à leur disposition. Les compétences de demain, Gilles de Margerie en a parlé, elles sont liées d'abord à des secteurs ou des pans d'activité qui sont
transformation profonde. Évidemment, le secteur des services à la personne, les services à la santé sont un des sujets. Le secteur de l'industrie sera un secteur qui ne sera pas en repli. D'ailleurs, je crois que le métier 2030 le met en évidence. Nous, on l'observe dans les secteurs de l'aéronautique, de l'industrie automobile notamment. Ce ne sont pas des secteurs en repli, ce sont des secteurs qui seront à équivalence, mais qui demanderont des profils mieux formés sur les questions technologiques, numériques, au-delà de leur secteur historique. Et puis, vous avez des secteurs comme la construction ou le bâtiment. L'hôtellerie-restauration, le commerce aujourd'hui vont être des secteurs qui se transforment profondément, qui reculeront un peu, qui changent, mais qui seront également en attente. Donc, les compétences de demain, j'ai envie de vous dire, elles seront dans l'ensemble des secteurs. Par contre, évidemment, certains secteurs seront de l'écomotive, celle que Gilles de Margerie a signée, et puis d'autres resteront un peu wagons, c'est-à-dire parfois hackés. Il faut être en observation par rapport au secteur d'activité avant tout. Donc, ça va être même beaucoup bouger et se transformer à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des compétences, à l'intérieur de chaque métier, pratiquement de chaque poste de travail. La transition environnementale, j'ai trouvé intéressant un des derniers rapports qui est sorti du CEPI, qui est le Centre d'études et de prospective autour des enjeux de l'information au niveau international, qui lui parle de 35 à 40% des métiers qui seront concernés par la transformation environnementale. 35 à 40% des métiers, il parle d'ailleurs plus de disparition des métiers, mais au fond de transformation profonde de ces compétences vers des intégrations de compétences complémentaires pouvant prendre en compte l'adaptation de la transition énergétique, par exemple, à un secteur donné. Et vous voyez, c'est très différent selon que vous le preniez dans le secteur de l'aéronautique ou vous le preniez dans le secteur de la santé ou de l'automobile. Changer une voiture du thermique vers l'électrique, bien quelque part les besoins en compétences sont un petit peu différents, et donc ça va appeler à une capacité à prendre en compte des enjeux très divers dans ces univers. On l'observe nous d'ores et déjà aujourd'hui, pour l'ensemble des constructeurs automobiles et également de l'ensemble de la filière, donc de tous les métiers qui sont inhérents. Et on voit des attentes qui sont beaucoup plus tech qu'hier. Donc, dit autrement, même le métier de l'automobile est aujourd'hui une industrie technologique plus qu'une industrie, entre guillemets, automobile, industrielle, où les chaînes de production étaient faites hier comme de l'assemblage manuel. On a, en moins de 15 ans, totalement transformé ce monde. Et en 15 ans à venir, au-delà des exigences réglementaires nationales ou européennes qui arrivent pour ces secteurs, les transformations seront un guide ou une orientation vers des usines tech, entre 3 et 4 en France. Là, c'est ce qui se profile. Voilà des secteurs qui vont être demandeurs de profils, qui sont d'ailleurs des profils de plus en plus qualifiés, mais également des profils de techniciens de maintenance. Donc, dit autrement, celui qui était hier sur une chaîne de production n'est plus celui qu'on attend aujourd'hui. Celui qui était sur une chaîne de production doit devenir le futur technicien en maintenance, bac plus 2 avec plus 4, parfois un peu moins, on va prendre des infrabacs, mais d'une certaine façon, le numérique, la technologie, va devenir son quotidien. Vous expliquez aussi implicitement que votre entreprise a du pain sur la planche pour les années à venir. Pierre-André Chalanda, vous êtes comme Estelle, vous avez une double casquette, si je puis me permettre. Vous êtes la présidente de Saint-Gobain, le géant des matériaux de construction, dont vous avez en outre été directeur général pendant près de 15 ans, et vous êtes aussi président de l'Institut d'entreprise, qui est co-organisateur de ces entretiens d'orientation et qui les accueille aujourd'hui. Et si vous permettez, je vais d'abord m'adresser aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, quand vous regardez dans votre groupe, au cours, qui est depuis longtemps, qu'est-ce qui vous frappe dans l'évolution des métiers et des compétences et des tâches? Je suis assez d'accord avec d'abord tout ce qui a été dit. Je recommence parce que vous avez dit votre métier. Moi, le métier de chef d'entreprise, il a considérablement changé. Je suis toujours chef d'entreprise, mais la manière, les outils, les gestes, ont considérablement changé dans les 20 ans qui viennent. Je ne travaille pas du tout comme je travaillais il y a 20 ans. Ce qui me frappe, c'est que je pense que l'industrie a connu des changements bien avant d'autres secteurs. Vous savez, historiquement, on avait la répartition, l'école bleue, l'école blanc. Je pense que la capacité d'adaptation qu'on a demandé, alors vous parlez de l'automobile, mais moi ce que vous décrivez dans l'automobile, je l'ai vécu dans les métiers de Saint-Gobain depuis 30 ans. Et c'est largement fait.
Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça surprend souvent les gens qui connaissent pas, qui vont visiter une usine de Saint-Gobain. La grande majorité des opérateurs, ils sont derrière un ordinateur, hein, sur leur ligne. Donc, en fait, le numérique, l'automatisation, tout ça, ça est arrivé déjà depuis 30 ans. Alors, ça évolue en permanence. Hein. Mais donc, l'adaptation au changement et le changement qu'on a eu dans le monde industriel a été énorme. Et donc, alors c'est souvent les mêmes personnes. Hein. Alors, ils sont plus âgés et puis il y en a encore des plus jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le besoin de formation a été énorme. Et donc, ce que disait Gilles en commençant, c'est-à-dire dans les secteurs, d'ailleurs, tu évoquais, c'était plus les secteurs tertiaires, et vous avez parlé aussi de ce qui se passe dans vos professions. Je pense que les changements qu'on a, et là c'est plus récent, et à mon avis, les changements vont être plus importants dans les secteurs tertiaires, hein, sur lesquels les méthodes de travail ont déjà pas mal changé depuis. Mais j'allais dire, oui, mais en fait, c'est quoi? C'est 20 ans, hein, même pas. Hein. Et je pense que c'est en train d'arriver à toute vitesse. Les révolutions technologiques dont on parle, elles vont beaucoup plus bouleverser le monde tertiaire. Puis alors, il y a un monde qui est le mien aussi en termes de nos clients, qui est le monde du bâtiment, dans lequel là, tout est à faire, parce qu'en fait, le monde de nos clients, il a très très peu changé. Il n'y avait pas eu du tout d'industrialisation dans le bâtiment. Hein. Le numérique est à peine arrivé. Hein, il sert à passer les commandes des artisans, mais et donc je pense que, et c'est d'ailleurs un des sujets quand on veut passer à l'échelle, c'est qu'il y a des mondes qui sont pas du tout, j'allais dire industrialisés. Et donc moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans ces besoins de changement de compétences, les demandes qu'il va y avoir d'évolution sont assez différentes. Et curieusement, l'industrie, c'est pas un grand changement. Hein, ce qui va se passer dans l'industrie par rapport à ce qu'on a déjà connu. Donc je pense que dans l'industrie, l'adaptation aux compétences, elle va se faire assez facilement, à mon avis. Hein. Alors il y a des compétences pointues dont on a besoin, qui changent. Mais l'essentiel, c'est des évolutions de la manière dont les gens qui sont déjà là vont travailler. Et donc, ça veut dire quoi pour moi, si vous voulez, les besoins de compétences? C'est peut-être, quand on parlera du lien avec le monde scolaire, c'est que du coup, nous, on a besoin de gens qui apprennent à apprendre, plus que de gens qui arrivent avec un savoir, puisqu'il y a une obsolescence des savoirs qui va à toute vitesse. Hein. Et donc, apprendre à apprendre et apprendre à travailler ensemble, puisque voilà, c'est tout ça, c'est des équipes. Ça, c'est des compétences dont, à mon avis, on va avoir besoin dans tous ces métiers, avec la transformation numérique qui a déjà largement commencé, mais quand on voit ce qui se passe depuis 6 mois, hein, sur le numérique, ça va encore changer beaucoup. Hein. Voilà. Les aspects climatiques, ça va à la fois changer beaucoup, mais en termes de compétences, c'est à mon avis, de manière de travailler, de gestes, c'est beaucoup moins profond que le numérique, qui est vraiment une manière de travailler qui affecte tout le monde, qui est beaucoup plus important. Alors vous avez parlé de la capacité à travailler ensemble. On parle souvent de plus en plus des soft skills. Oui. Et vous, comment est-ce que vous les appréciez? Est-ce que dans les processus de recrutement de Saint-Gobain, c'est quelque chose que vous essayez c'est extrêmement... de repérer davantage qu'avant? Oui, puisqu'on a besoin de gens qui sont capables d'apprendre tout le temps, d'apprendre à apprendre, puisque leur métier ne va pas forcément changer, comme disait Gilles, c'est les gestes qui vont changer, mais les gestes, c'est ce qu'on fait toute la journée. Hein. Donc on a besoin de gens qui sont qui considèrent pas qu'ils ont appris quelque chose une fois pour toutes, et c'est ça les grosses difficultés qu'on a pu avoir dans les 30 dernières années et qu'on risque d'avoir, mais heureusement, on les a de moins en moins. Ce sont des gens qui considèrent que, voilà, j'ai été formé pour faire ça, c'est ça que je sais faire. Hein, et donc, si on me demande pas de faire ça, je sais pas faire. Hein, donc ça, je prends l'exemple à l'envers. Hein. Donc, je pense que c'est la notion on appelle ça, de formation continue. C'est ce que vous faites dans votre métier. Je pense que c'est absolument majeur. Et donc, on a besoin d'apprendre de gens qui sont dans cet esprit.
de dire qu'ils vont continuer à apprendre. Je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus important. C'est que, en fait, c'est pas ce qu'ils savent en arrivant qui est important. C'est la manière dont ils sont capables d'évoluer et donc l'esprit qu'on leur a inculqué, à mon avis, nous, c'est ce qu'on regarde. Hein. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Et la deuxième chose qu'on regarde, et ça, je pense qu'on a encore, à mon avis, en tout cas par rapport, je me souviens, mes enfants, c'était déjà beaucoup mieux que moi quand on était à l'école, mais on a besoin aussi de gens qui travaillent les uns avec les autres. Le travail d'équipe, la notion de projet, hein, qui à mon avis dans la pédagogie doit être beaucoup plus importante encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental parce que les gens dans une entreprise ne vont pas résoudre leurs problèmes tout seuls. Et donc ça c'est quelque chose qu'on regarde. Donc la capacité, toujours très important quand on recrute, c'est la capacité des gens à interagir les uns avec les autres. Ça me paraît une compétence. Alors, c'est peut-être pas une compétence de savoir, mais je pense que c'est du domaine du savoir-être. Hein, je pense que c'est absolument fondamental. Christophe Lavial, vous avez vous aussi une double casquette. Vous représentez ici le directeur général de l'enseignement scolaire qui a été appelé auprès du ministre ce matin. Vous êtes doyen du groupe Sciences économiques et sociales, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous avez aussi travaillé dans l'économie du travail, hein, et dans le lien formation-emploi, la double casquette. Donc Pierre-André nous explique que développer les compétences, c'est bien, mais qu'il faut savoir être. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est aussi simple que ça pour vous? C'est à la fois très simple et très compliqué. Je ne suis pas en désaccord avec cette idée. Par contre, je crois que sur cette question précise de apprendre à apprendre, ça c'est évident. C'est-à-dire que, je m'excuse, je suis arrivé un petit peu en retard, mais j'imagine ce qui a pu être dit. On est effectivement dans un environnement qui se transforme énormément. On voit bien que la question de l'orientation et de la pédagogie auprès des élèves, elle doit se transformer nécessairement. En gros, on bascule d'une logique qui était une logique essentiellement statique, où on gérait des flux d'élèves, à une logique de plus en plus qui est d'essayer d'accompagner des trajectoires individuelles qui seront dynamiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, dire à un élève de 3e de se projeter sur un métier, ça n'a évidemment strictement aucun sens, puisque, ça a été dit, 40% des métiers existants aujourd'hui seront, sinon disparus, en tout cas auront été impactés par toutes les transformations qu'on évoquait, plus tous les métiers qui vont émerger. Donc ça, il est évident que ça veut dire qu'il faut ne pas en rester aux savoirs initiaux et à la formation initiale, insister sur la formation tout au long de la vie et l'orientation tout au long de la vie. Et effectivement, le risque quand on bascule sur des trajectoires individuelles, c'est de tomber dans des injonctions un petit peu paradoxales, c'est-à-dire en disant aux élèves, par exemple, aux enfants, aux individus, bon ben maintenant, sois acteur de ta trajectoire, prends-toi en main, oriente-toi, choisis, etc. et débrouille-toi dans cet univers un peu incertain. Alors on voit bien les difficultés, c'est que certains peuvent le vivre sur un mode tout à fait positif, en disant c'est super, je vais avoir 4, 5, demain 6, 7, 8 métiers dans ma carrière, j'ai tout le capital culturel, scolaire qui me permet de le faire, j'ai les réseaux, j'ai l'information, tout ça est super, plutôt que de faire le même métier pendant 40 ans, un petit peu plus maintenant, dans la même boîte, je vais en changer, je vais changer d'endroit, je vais être mobile, c'est super. Et puis il y a tous ceux qui vont le vivre sur un mode de précarité, de risque, parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils n'ont pas les bons réseaux, parce qu'ils n'ont pas les beaux capitaux. Donc je crois que la responsabilité de l'éducation nationale, de ce point de vue-là, et de tous les acteurs, c'est de construire des dispositifs collectifs qui permettent d'abord de lutter contre les inégalités que charrie ce genre d'injonction. Les inégalités, ça va être évoqué, je crois, au cours des différentes journées, des inégalités sociales, des inégalités de genre, des inégalités. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et c'est là que l'éducation nationale a un rôle à jouer. Et effectivement, de donner de l'information, alors elle est diverse, l'information sur les parcours de formation, l'information, alors moins sur les métiers que sur leur transformation, objectiver pour tous les élèves le fait qu'effectivement, ça ne sert pas à grand-chose de se projeter quand on est en 3e sur un métier. Et ça, quand je dis aux élèves, c'est aussi au personnel qui les entoure. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, et aux adultes, pas aux familles, ça ne sert à rien de mettre une forme de pression sur les élèves en 3e ou en seconde en leur disant tu dois savoir quel métier tu vas faire, hein, parce que dis donc, il faut que tu puisses choisir ton parcours de formation en fonction de cette projection. Ça n'a aucun sens. Et ça, il faut pouvoir l'objectiver. Et puis, effectivement, il faut développer toute une série de compétences, mais je crois qu'elles le sont déjà. Mais là aussi, il faut objectiver en disant, voilà, quand tu vas en classe, tu apprends des savoirs. Et je crois que les savoirs, parce que c'était le point de débat, mais je fais toujours des grands détours, le savoir est tout à fait essentiel. On voit dans la formation continue que ceux qui se forment le mieux en formation continue, c'est ceux qui ont été formés en formation initiale.
Pour pouvoir apprendre à apprendre, il faut une forme d'appétence à la connaissance, aux apprentissages. Il ne faut pas avoir de crainte sur le fait de se remettre dans l'apprentissage. Et pour ça, il faut avoir, j'allais dire, réussi sa formation initiale, en tout cas y avoir trouvé du plaisir et avoir des socles de formation. Par contre, c'est vrai que c'est tout à fait essentiel de faire comprendre aux élèves que, d'abord, quand ils sont en classe, ils ne sont pas là uniquement pour avoir des certifications et des diplômes, mais pour avoir des connaissances et des savoirs, et que ces connaissances et ces savoirs leur permettront d'apprendre et de développer leur savoir tout au long de la vie. Ça me paraît effectivement tout à fait essentiel, à côté de, je l'ai dit, l'information sur les métiers, et puis toute une série de soft skills, de compétences informelles que sont la compétence à s'orienter, on en parlera, parce que ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que là aussi sur la manière de présenter l'orientation, il faut qu'on soit capable de doter les étudiants et les élèves de cette compétence, puisqu'ils seront amenés à s'orienter tout au long de leur vie. On va échanger à une table ronde ce soir avec un DRH d'Air Liquide qui me disait, mais finalement, maintenant, dans l'industrie, vous n'avez pas on est en permanence en train de réfléchir au poste d'après. Bah, bien sûr. Donc, il faut être en permanence à se projeter. Et là encore, ça peut être vécu comme quelque chose de tout à fait terrifiant si on n'a pas l'ensemble de ce qu'il convient de faire et si on n'a pas objectivé le fait que, oui, on a développé ces compétences-là, on est capable de s'auto-positionner, on est capable de valoriser ce qu'on fait. Moi, je faisais ça avec mes étudiants, les étudiants de master, quand on leur demandait, mais qu'est-ce que vous savez faire? Ils étaient fort dépourvus. Et en fait, je leur montrais que, vous voyez, vous parliez du travail collectif. Je disais, mais vous avez écrit des mémoires ensemble. Vous avez été capable de vous organiser, de gérer, y compris les phénomènes de passagers clandestins, etc. Donc, vous savez travailler de manière collective. Vous savez faire un résumé d'un livre ou d'un article. Enfin, il y a plein de compétences. Mais comme elles ne sont pas objectivées, ils avaient l'impression, arrivé à Bac+5, qu'ils ne savaient pas grand-chose. Sur les connaissances, ils pensaient que c'était uniquement pour avoir le diplôme. Je caricature un peu. Et sur les compétences, ils n'arrivaient pas à objectiver et à vendre le fait qu'ils avaient effectivement des compétences. Donc, je crois qu'il y a effectivement, tout ça est en germe, mais il y a tout ce travail à faire, il me semble, qui est tout à fait essentiel. Des compétences, oui, mais d'abord un socle de connaissances solide, parce que sinon on ne peut rien bâtir dessus. Ne pas avoir l'appréhension de revenir à l'école, parce que je pense que les circuits de formation permanente, c'est quelque chose qui joue énormément et qu'on a tendance à sous-estimer en France, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas retourner se former parce qu'ils sont souvent sortis du système éducatif sur ce qui n'était pas une réussite. Donc il faut travailler là-dessus, mais il y a un point sur lequel a insisté Pierre-André, et que vous avez cité, c'est le fait de travailler ensemble. Vous avez dit mes étudiants. Est-ce que les lycéens, c'est pareil? Est-ce que Pierre-André disait qu'il faut apprendre davantage à travailler ensemble? Ça peut se faire sans doute avant l'université? Oui, ça se fait. Enfin, bon, je fais partie d'une discipline, on va faire un peu de cocorico, qui très tôt a mis en place des pédagogies qui sont des pédagogies de mise en activité des élèves, par groupe, etc. Donc ça s'est beaucoup fait en sciences économiques et sociales, ce qui permet de faire à la fois d'abord de se confronter aux matériaux. Alors pour le domaine qui nous importe, c'était tout à fait essentiel. Les élèves apprennent à lire des textes, à regarder des graphiques, à les interpréter, bon bref, à mettre les mains dans le matériau à défaut de la matière, et effectivement de faire en groupe. Alors maintenant c'est plus une originalité, ça s'est assez largement développé. Donc je pense que oui, ça se fait, mais je pense que l'ensemble de ces aspects-là, c'est très important de montrer quel sens ça a. Mais c'est une banalité que je vais dire. C'est-à-dire que il me semble que les élèves réussissent d'autant mieux qu'ils donnent du sens aux apprentissages qu'ils font et au temps qu'ils passent à l'école. Pourquoi on m'apprend telle et telle chose? Pourquoi en termes de savoir disciplinaire? Alors je pense, pour repréciser d'ailleurs là-dessus, moi je pense essentiel qu'il y ait des savoirs disciplinaires. Ça me paraît décisif. On ne fera pas de bons ingénieurs si on fait pas si on n'a pas des élèves qui ont des niveaux en mathématiques de base et en sciences de l'ingénieur suffisamment solides. Alors après, évidemment, ils apprendront tout au long de leur vie. On ne fera pas de manière générale de bons citoyens s'il n'y a pas eu des cours de sciences économiques et sociales bien solides au lycée. Donc on fait du disciplinaire. Ensuite, il faut faire de l'interdisciplinaire. Ça, je crois que c'est un truc tout à fait essentiel. C'est qu'on est dans un monde complexe et qu'on sait qu'un monde complexe, ça oblige à croiser les regards, les savoirs, à développer de l'esprit critique. Souvent, on oppose à l'éducation nationale, il y a une espèce de bataille picrocolline autour de la question de savoir si l'éducation nationale est là pour préparer à une insertion et à un métier ou si elle est là pour former des citoyens. Elle fait les deux. Et les deux font sens. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on développe la capacité à raisonner, la capacité à avoir une pensée critique, à prendre du recul sur des informations, etc., que l'ère du numérique, on va développer des compétences professionnelles dans la capacité à gérer les flux d'informations, etc. Donc ça, je crois que c'est important. Tout ça est fait, tout ça existe.
Les dispositifs existent. Vous évoquiez le fait que ça fait une vingtaine d'années, une trentaine d'années que les métiers commencent déjà à se transformer de manière profonde. L'éducation nationale en a pris la mesure. Alors évidemment, il y a des formes d'inertie dans toutes les institutions. Mais par exemple, l'idée qu'il faut découvrir les métiers et les transformations des métiers. L'idée qu'il faut effectivement travailler avec des pédagogies de l'orientation un peu plus développées. L'idée qu'il faut développer des pédagogies alternatives avec plus de travail collectif. Ça, c'est des choses qui existent. Bon, maintenant, il faut qu'elles fassent système. Et je disais tout à l'heure qu'il faut donner du sens aux apprentissages pour les élèves. Il faut en donner également auprès des adultes qui les accompagnent. C'est-à-dire que quand on a des réformes de cette ampleur-là, des transformations de cette ampleur-là, bah, il faut savoir où on va, quoi. Et il faut expliquer aux professeurs qu'effectivement, ce sont pas des spécialistes de l'orientation, ce sont pas des spécialistes a priori du développement de la compétence. Souvent, les professeurs sont recrutés sur une excellence disciplinaire et ils y tiennent beaucoup. Leur montrer qu'en même temps, en faisant de la discipline, ils font de l'orientation. Combien d'entre nous ont choisi leur orientation parce qu'ils ont rencontré le prof qui les a passionnés dans une discipline donnée. Donc, quand on enseigne une discipline, on fait de l'orientation. Hein, et voilà, mais que voilà, derrière il y a tout ça et que les élèves qu'ils ont devant eux, bah, ils sont dans un monde qui est assez différent de celui qu'on a pu connaître et que c'est voilà qu'on peut, tout en continuant à faire son métier de prof, voilà, donner du sens à l'ensemble de ces éléments. Estelle, comme chef d'entreprise, mais aussi comme observatrice, qu'est-ce qui vous paraît essentiel que des jeunes aient en tête quand ils tentent de s'orienter, de se projeter dans un avenir professionnel? D'abord qu'ils aient exactement en tête le fait que leurs soft skills, c'est-à-dire leur savoir-être, compteront de façon aussi déterminante que les savoirs génériques qu'ils vont apprendre à l'école. Donc, je pense qu'il faut d'abord avoir en tête que la chance à se former, entre guillemets, le monde de la formation continue est en pleine transformation. Et là qu'on a rattrapé tout le retard, mais le regard de l'entreprise sur l'apprentissage change, le regard des parents change. C'est pas encore à dignité égale, entre guillemets, enfin ce sont une formation à dignité égale, mais quelque part c'est aussi les voies possibles pour embarquer l'entreprise et qui sont en tout cas en chemin. Le deuxième sujet, je pense qu'on a envie de se lancer dans la vie professionnelle, c'est de ne pas faire du métier un totem, mais de faire du secteur une ambition, un territoire de jeu où on pourra se développer progressivement. Autrement, il est très différent de choisir le métier de chaudronnier que de choisir le secteur, entre guillemets, du nucléaire, par exemple. Vous allez évoluer dans des trajectoires qui vous permettront d'osciller d'un univers à un autre, d'une entreprise à une autre. Donc, je pense que la préférence doit aller vers quelque part, surtout quand on s'oriente, en tout cas lorsqu'on commence à choisir par grande masse quelles pourraient être les envies que je pourrais cultiver au fur et à mesure sur le long cours. Évidemment, on le dit, ça peut être très anxiogène, on va changer plusieurs fois de carrière professionnelle, de vie professionnelle, on subira peut-être des changements subis ou choisis. En réalité, quand bien même il y a des changements, une partie on les décide, d'abord dans la vie professionnelle, pour grande partie d'entre eux on les décide, et puis quelques-uns, effectivement, on peut être amené à les subir. Ça dépend du lieu où on habite, ça dépend du secteur qu'on a choisi, ça dépend des gens qui nous entourent, de ceux qui nous orientent. Et là, quelque part, c'est la question de la capacité à pouvoir développer ce qu'on appelle les capacités. Et les capacités, ce sont l'ensemble des vecteurs qui permettent d'agir sur les choix. En fait, les choix, on ne les fait jamais seuls. Je fais partie des gens qui ont plaidé, écrit, rédigé dès 2016 pour la construction de dispositifs de capitaux financiers pour le compte de l'immatériel, ce qui est devenu pour partie l'apprentissage, le CPF, enfin, tous ces enjeux d'accélération dans la vie d'entreprise absolument nécessaires pour rallier l'entreprise, d'ailleurs, à l'enseignement initial. Les capacités, ce sont tous ces acteurs qui, autour de vous, vont agir. Lorsque vous êtes jeune, ce sont les enseignants, ce sont les parents, ce sont ceux qui vous accompagneront sur l'orientation. Être à l'écoute, entre guillemets, c'est pas nécessairement suivre ce choix. Là, c'est d'une certaine façon être, certains diraient, pour être branché, aware, c'est finalement être en capacité de comprendre tout ce qui se joue dans les secteurs d'activité. Je prends l'exemple du nucléaire. J'étais pas moins de 15 jours avec EDF. On a arrêté la filière nucléaire il y a 15 ans. On a débranché les CFA. On a débranché les écoles internes. Et puis là, on se réveille et on se dit on a besoin pour demain 15 000 personnes. Vous imaginez bien que
les transformations, elles ne sont pas toujours liées à des décisions technologiques, numériques, elles sont parfois décidées par la quête politique. Et la quête politique, elle peut un jour infléchir dans un sens, et puis 15 ans après, infléchir dans un autre sens. Ces variations-là créent aussi de l'emploi, ou sont promoteurs en tout cas d'emploi, alors qu'à d'autres époques, elles ont ralenti tel ou tel secteur. Donc j'ai envie de dire que la capacité des uns et des autres à choisir, elle se détermine dans la capacité à comprendre l'ensemble de l'univers économique, social dans lequel on évolue, et quelque part de choisir préférablement un secteur, et puis de miser aussi sur la capacité à agir en mode projet. Ça a été dit tout à l'heure. Pourquoi c'est important? D'abord parce que en 2030, c'est dans pas longtemps, finalement c'est dans 7 ans, 2 tiers, quasiment 75%, 3 quarts, des salariés actifs en France seront issus des générations Z ou des générations Y. Je suis X, j'ai pas encore 50 ans. Donc moi je suis la génération protestataire, la génération Z, la génération Y, pardon, qui est née en 85, 95, c'est cette époque, elle était plutôt une génération qui a plaidé culture d'entreprise, de la performance, de la productivité, donc très attentive à ce processus rigoriste. Là où la génération Z, ce qu'on appelle les millennials, est née dans le digital, les réseaux sociaux, un processus consumériste minimaliste, donc une approche du monde de l'entreprise où la quête du sens, la quête de l'impact positif va être absolument différente. Du coup, c'est une génération avec laquelle on va devoir d'ailleurs nous tous composer un dirigeant qui est extrêmement exigeante parce qu'elle arrive avec des enjeux et d'instantanéité et en même temps de mode du travail ou de rapport du travail très très différents. Ce sont nos lycéens d'aujourd'hui, c'est vous, là, les lycéens qui arrivez, c'est nous qu'on accueille, enfin c'est vous qu'on accueille. J'en accueille beaucoup, alors, certes d'écoles très diverses françaises, écoles supérieures. Bon, même dans les écoles supérieures, le niveau d'exigence a complètement changé. Ce n'est pas la rémunération qui est le point d'entrée dans nos discussions, c'est la façon de travailler et d'agir positivement sur la société, sur l'univers sociétal. Donc les compétences de demain, d'une certaine façon, elles ne peuvent pas totalement faire l'économie des compétences techniques initiales ou génériques initiales. Il y a besoin de rentrer en formation malgré tout sur des parcours initiaux qui sont ici ou là robustes. Vous avez raison de dire que la majorité des métiers qui seront réservés demain aux populations demain sont pour les plus qualifiés. On le voit bien, je suis quelqu'un qui agit pour le plan d'investissement des compétences, donc pour 2 millions de personnes sur la formation des moins qualifiés, et leur chance, entre guillemets, d'accéder ou de rester dans l'entreprise, elle est possible, mais elle n'est pas sur les meilleurs postes. Donc on voit bien que les fragilités se concentrent sur les populations qui ont eu, d'une certaine façon, des difficultés sur l'enseignement initial, et ça se répète ou renouvelle, sauf à considérer que l'investissement est fort en France pour pouvoir réinjecter du financement dans des formations, et notamment dans la formation continue. Je pourrais en parler des heures. Oui, je vois ça. Je retiens de votre propos, il y a aussi un conseil pour les parents, c'est, alors évidemment pas quand l'enfant a 3 ou 5 ans, mais dès qu'il grandit un peu, d'essayer de l'aider à se projeter, non pas dans un métier, je veux être pompier, mais plutôt dans un secteur d'activité, dans une façon de travailler, d'avoir une vision plus large, de penser à une filière plutôt qu'à un métier, ce qui n'est pas forcément facile, mais sans doute nécessaire. Pierre-André, même question, qu'est-ce que, pour vous, doivent avoir les jeunes quand ils pensent à leur orientation? Alors, moi, je crois qu'il y a une contradiction assez forte, qui est votre contradiction, mais qui est pas facile, parce qu'on le voit dans tous les domaines. Il faut mettre l'accent là-dessus, mais ça veut dire qu'on va faire un peu moins de ça. Et donc, on a un temps limité à l'école. Moi, ce qui me frappe quand même sur ces sujets, c'est que, bien sûr, c'est la contradiction, c'est entre les savoirs de base, le socle de compétences. On a parlé des maths, je crois que c'est très important. Donc le socle de base et la manière d'apprendre à réfléchir. Et d'un autre côté, éviter, je crois, et quand je regarde ce qui se passe à l'étranger, dans beaucoup de pays étrangers par rapport à ce qui se passe en France, j'ai le sentiment que là, il y a plus de rupture entre le monde de l'éducation et le monde professionnel après. Et donc pour l'orientation, c'est pas très facile. À la limite, Gilles disait tout à l'heure, on va avoir besoin de beaucoup d'enseignants.
Donc ça, j'allais dire, les élèves, ils peuvent voir. Hein. Et donc, mais je pense que pour l'orientation, et vous disiez, il peut y avoir le fait de, on va leur dire, c'est à toi de t'orienter, mais donc il faut quand même leur donner de la matière. Et donc moi, je suis très très partisan d'une plus grande porosité entre les milieux professionnels et le milieu de l'éducation. Alors, c'est pas très facile à faire. Je crois que les stages de troisième, pour moi, c'était un progrès considérable. Je trouve qu'on devrait faire ça plus. Hein. La réforme de l'apprentissage en France, qui d'ailleurs s'est inspirée de modèles étrangers, ça a très très bien marché. Alors, on va pas faire ça pour tout, dans le secondaire, hein. Mais je pense que augmenter les liens et éviter la rupture où on dit bah j'ai été à l'école, j'ai appris tous mes savoirs, j'ai fait des maths, j'ai fait du français, j'ai fait des sciences éco, puis après maintenant je vais faire un métier et où je vais apprendre un métier, ouais, parce que une partie de l'enseignement supérieur d'ailleurs il y a aussi dans beaucoup d'endroits, enfin même si ça s'est bien amélioré, mais donc avoir un espèce de continuum et éviter ces ruptures et avoir des va-et-vient, c'est à mon avis fondamental si on veut aider les jeunes à s'orienter. Et c'est pas très facile à faire parce que vous avez une masse de temps qui est contrainte. Mais moi, quand je regarde un peu des expériences à l'étranger et la manière dont on recrute, hein, outre le fait que je suis complètement d'accord avec vous sur le sens. Aujourd'hui, on recrute plus personne qui nous pose des questions là-dessus. Hein. Donc c'est aux entreprises d'ailleurs d'aller se vendre en disant qu'elles apportent du sens, hein, parce que sinon on ne veut plus y aller. Donc ça c'est majeur. Je ne sais pas s'ils ont appris ça sur les réseaux sociaux, à l'école, avec leurs parents et tout, mais c'est un changement extrêmement important que je trouve très, très positif. Hein. Voilà. Donc, mais si vous voulez, moi, essayer de réduire la rupture. Voilà. C'est ce que je vois à l'étranger. On a plus il y a moins cette rupture entre le monde éducatif. C'est pas facile. Hein, je sais pas comment. Je pose des questions, j'ai pas la solution. Mais je rêverais aussi, si vous voulez, que dans mes rêves les plus fous, je rêverais aussi que les enseignants, ils aient un petit peu de temps, qu'on leur donne un petit peu de temps pour voir et passer du temps. C'est pas uniquement l'approche intellectuelle de ce que peut être une entreprise, mais passer du temps dans un monde professionnel qui n'est pas le leur. Et je pense que que les enseignants aident les élèves à s'orienter, ça serait aussi très utile pour eux. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants qui ont passé ne serait-ce que 8 jours dans une entreprise. Hein, ce serait fantastique si on pouvait faire des choses comme ça. C'est difficile. Donc moi, si vous voulez, je pense qu'il faut essayer à la fois d'avoir des savoirs de base, et puis il faut essayer d'éviter la rupture. Et c'est pas très facile à faire, mais je pense que et c'est un peu quand même, ça fait partie des choses qu'on essaye de faire aujourd'hui, hein, et que l'entreprise essaye de faire en partenariat avec l'éducation nationale, c'est de rapprocher les deux mondes, puisque on a besoin, et on voit bien, si on veut orienter les jeunes et si on veut faire répondre à toutes les questions que nous pose Gilles sur les métiers de demain, on a besoin de travailler plus ensemble entre les différents mondes professionnels et le monde de l'éducation nationale. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, ce que fait Melchior d'une manière générale. On essaye de faire Melchior avec tous les contenus des enseignants, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, donc essayer d'éviter les ruptures. C'est difficile, mais je pense que c'est un enjeu très très important. Et je le vois un peu, j'allais dire, la France est un peu... je vois les choses mieux dans d'autres pays, dans ce domaine. J'ai une même question. Vous avez décrit à travers vos différentes interventions, on a bien vu ces transformations profondes qui allaient venir à la fois du numérique, de la transition énergétique et écologique et du vieillissement de la population. Hein, donc trois forces qui vont remodeler profondément les besoins. Face à ces forces, même question donc, sur l'orientation, qu'est-ce qui vous paraît important que des jeunes ont? Mes choses, mais peut-être deux points très particuliers. Il y a des métiers dont le rôle, c'est d'aider les autres à faire face à ça. Les conseillers d'orientation, et puis, pour ceux qui sont déjà dans la vie active, les conseillers en évolution professionnelle. Ces métiers, ce sont des métiers dans lesquels vous apportez à quelqu'un une vision de l'univers dans lequel il va pouvoir aller. Donc, conseiller d'orientation, c'est un métier incroyablement difficile, mais incroyablement important.
Et ce sont des métiers qui peuvent aider des jeunes, des très jeunes, à gagner confiance en eux-mêmes, à se projeter dans l'avenir avec une variété de choix, de même qu'ils peuvent les mettre dans des situations où ils ne se rendent pas compte de leur potentiel. Il y a une phrase terrible, c'est « ce métier-là que tu as envie de faire, c'est pas pour toi ». C'est terrible quand on dit ça à un jeune. Il faut absolument être capable de regarder ce que sont les aptitudes, qui ne sont pas forcément des aptitudes qui se résument à un métier, mais on l'a beaucoup dit, savoir travailler en équipe, des choses très simples, d'être précis, ponctuel, d'arriver à son boulot en temps et en heure, des choses qui ont l'air de rien, qui ne sont pas toujours si faciles que ça. Et puis, pour les conseillers en évolution professionnelle, c'est une chose qui se développe, qui est encore relativement récente, mais ça a énormément changé en 30 ans de temps. Il y a quelques décennies, il y avait des grandes crises de secteur industriel, vous faisiez des reconversions lourdes, vous preniez des gens qui avaient fait le même métier, plus ou moins les mêmes gestes toute leur vie, et vous leur disiez ça va disparaître, il n'y a plus de ligne, donc vous n'allez plus être mineur, vous aviez un métier, c'était à la fois un métier, une profession, un secteur, et on vous fait des reconversions extrêmement lourdes. Demain, ça va être assez différent, et le conseiller en évolution professionnelle, il peut vous dire, mais vous, au fond, vous savez déjà faire marcher une machine, vous savez déjà travailler en équipe, il y a plein d'autres secteurs, ou même si dans votre secteur, il y aura moins d'emplois demain, celui où vous êtes demain, il y a plein d'autres secteurs où ce que vous savez faire peut être employé. Et donc, ces rôles à la fois de boussole, de passeur d'informations, de connaissances, sont extrêmement importants. C'est vrai des conseillers d'orientation, c'est vrai des conseillers en évolution professionnelle. Et une des choses sur lesquelles nous travaillons, on va publier dans quelques semaines quelque chose sur ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le droit qui existe en théorie à avoir accès à un conseiller en évolution professionnelle puisse être plus effectif et mieux adapté. C'est pas forcément pour aboutir toujours sur des formations lourdes, c'est quelquefois pour dire à quelqu'un, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez déjà ce savoir-faire-là et vous pouvez l'utiliser ailleurs. Et permettre à quelqu'un d'identifier les compétences informelles, les fameuses soft skills dont il bénéficie, c'est quelque chose qui peut lui rendre un énorme service. Une anecdote. On a, il y a un an, commencé à se dire, on voit partout des problèmes sur l'attractivité des fonctions publiques. Et c'est beaucoup le cas dans les métiers de l'éducation nationale qui peinent à avoir des candidats en nombre suffisant aux différents concours. On s'est dit qu'on allait commencer à regarder ça et qu'on allait se pencher sur la manière dont les jeunes regardaient ça. Le point de départ pour nous, c'était est-ce que le statut de la fonction publique, ça a cessé d'être aussi intéressant qu'autrefois, etc. Et plus on avance, et plus on se dit que ce n'est même pas la question à poser. La question ne se pose pas aujourd'hui pour beaucoup de jeunes. Un jeune va se demander quel est le sens du métier que je vais faire, et pas de savoir s'il rentre dans le statut de la fonction publique. Si il se dit, ça a du sens pour moi d'être professeur des écoles, ça a du sens pour moi de rentrer dans tel ou tel métier, il va y aller, il va regarder ensuite la question du statut. Je voyais l'autre jour un gros employeur public qui me disait, moi, je propose des métiers de contrôleur jusqu'ici. Personne n'a une idée de ce que ça veut dire, contrôleur, si vous le dites comme ça. Et donc, il me dit, il faut que je m'invente complètement une marque employeur. Bien sûr. C'est une démarche complètement originale dans le monde de la fonction publique. Et du coup, le travail qu'on est en train de faire sur la question de l'attractivité des métiers des services publics est en train de devenir plutôt une question de quelle est la façon dont les jeunes se projettent dans l'avenir, en particulier dans ces métiers-là, mais plutôt comme une illustration parmi d'autres. Et il faut reconquérir ça. Aujourd'hui, c'est absolument pas quelque chose qui est présent dans la tête de beaucoup de jeunes. Et dans l'organisation même, on continue de penser statut, concours, etc., ce qui est très bien, et ça changera probablement pas très très vite. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on se dise dans quoi se projette le jeune à qui on essaye de dire « venez chez moi, c'est intéressant et vous serez bien ». Estelle, pour compléter, je voudrais que vous nous fassiez un petit retour d'expérience sur ce que vous avez vécu dans l'automobile. Vous l'avez dit, vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine. C'est un domaine où il y a eu des transformations brutales et ça n'est pas fini, puisque quand on passe du moteur à combustion, moteur électrique, ça change complètement toute la voiture et toute la façon de la construire, comme vous l'avez dit. Dans ces opérations de transformation, de conversion, est-ce qu'il y a des choses
des compétences, des attitudes chez les salariés que vous avez contribué à former, à transformer. Est-ce qu'il y a des compétences que vous auriez souhaité qu'ils aient et que les jeunes aujourd'hui acquièrent? D'abord, peut-être pour situer le sujet, parce que sinon on verra pourquoi j'ai pu agir dans ces univers. Moi, j'ai dirigé une des plus vieilles entreprises françaises en lien avec la fin de la sidérurgie française, c'est-à-dire la usine Nord, Soisy. Donc, c'était les premiers pôles de reconversion. Quand le charbon s'est arrêté, toute la question a été de construire des pôles qui travaillaient sur qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes, sur tous les territoires français, notamment France Nord, Est et un peu Belgique. Et donc, c'était des périodes où les ruptures étaient brutales et où on cherchait à réindustrialiser la France, à revitaliser les territoires. Donc, la SODI, en fait, a agi sur l'ensemble de ces thèmes, comme sur la reconversion, la prise en charge des salariés concernés. L'époque, on va dire 90-2010, d'abord, il n'y a aucun dirigeant qui aime modifier son entreprise au point de fermer une usine. Personne n'y prend un savoureux plaisir, et parfois on subit ces questions. Et donc l'automobile a parfois été exposée aussi, bien plus tard, à des transformations un peu lourdes, ce qui nous a amené, nous, Soty, alors on prenait à peu près 50 000 reconversions professionnelles. C'est une des sociétés du groupe Alpha. Aujourd'hui, elle s'appelle Sémaphore. On intervient sur différents degrés du conseil. Aujourd'hui, moi, je dirige le groupe. Mais à l'époque, et même encore aujourd'hui, on est intervenu dans l'ensemble des transformations du secteur automobile pour répondre, au fond, à différentes questions. D'abord, celle d'une époque où l'automobile a subi quelques revers compétitifs, parmi lesquels des enjeux de fermeture d'usines. Ça a été le cas de Ney-sous-Bois, il nous a fallu reconvertir plus de 3 000 personnes. Ça a été le cas de Goodyear, c'est à peu près pour moi la représentation de 6 ans de conflit et de palettes qui brûlent. Donc j'avais à reconvertir 1200 personnes sur un territoire où plus personne ne voulait passer à Goodyear. Autant dire que c'est des époques où finalement, moi je les cite, c'est finalement des moments où les entreprises sont emblématiques. Vous voyez, c'est-à-dire que la marque finit par accompagner un impact sur un territoire. On ne connaît plus ça aujourd'hui. D'abord parce que le cadre légal a fondamentalement changé et qu'on est allé vers des transformations plus douces, ce qu'on appelle le soft law, c'est-à-dire la capacité à avoir des modalités de transformation, de mobilité dans l'entreprise qui sont facilitées, qui sont plus agréables aussi pour les dirigeants, de façon à pouvoir construire des reconversions plus souples. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement. Et depuis 4-5 ans, c'est quelque chose qui prend son essor. La rupture conventionnelle, d'ailleurs, collective accompagne ce mouvement, mais les dispositifs positifs qu'utilise l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des gestions d'emploi prévisionnels, la GEPP, comme on la nomme dans l'entreprise. Le secteur de l'automobile, pour en faire un focus plus précis, depuis maintenant... alors, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, M. Chemandard, c'est-à-dire que ce sont des mondes industriels qui ont appris à se transformer très tôt et qui sont en mouvement depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas des secteurs industriels qui ne sont pas aptes aux transformations. Et pourtant, il y a encore 10 ans, reconvertir dans le secteur de l'automobile, il y avait 2 options. Soit vous faites bouger des populations d'un site vers un autre. Or, bouger de Rennes vers Sochaux, si je ne prends que le site de Stellantis, aujourd'hui, Stellantis hier PSA, ça a été un de mes défis. J'avais à bouger 1000 Bretons vers Sochaux. Bon, je leur ai vendu le site de foot. À l'époque, j'inventais des systèmes où je les mettais dans des bus, partir en famille, organiser les conditions de la mobilité familiale. Enfin, c'était très difficile, mais vous prenez le sujet dans le nucléaire chez Areva, faire bouger 100 personnes de Paris avec des populations qui ont 35 ans pour Aix-en-Provence, ça ne pouvait pas apparaître sexy, et pourtant, aucun ne voulait vraiment y aller, parce qu'à 30 ans, vous préférez être à Paris plutôt qu'Aix-en-Provence. Vous voyez, donc, il n'y a pas toujours que les questions d'entreprise, il y a aussi les envies ou pas personnelles. Aujourd'hui, l'automobile, elle est confrontée à un sujet qui n'a rien d'évident. Elle va être très demandeuse de profils techniques, ingénieurs, ce sont des usines tech qui arrivent, les projets sont de taille, ce sont des usines qui vont tourner entre le nord et l'est de la France. Je crois que le deal n'est pas totalement fait. Il y a aussi le groupe Bolloré qui bascule sur l'électrique avec l'accompagnement des bus, notamment du monde du transport, pour l'équipement de ce secteur. Ce sont des univers qui vont créer énormément de métiers. Et pourtant,
Et pourtant, tous ceux qui sont aujourd'hui sur les lignes de production, qui sont encore sur le thermique, il y a un consensus collectif au regard du cadre européen qui consiste à dire 2035, alors ça va bouger un peu avec l'Allemagne qui vient de faire un pas de côté, mais qui oblige évidemment à aller très vite. Les usines automobiles seront prêtes à temps, je le pense. Est-ce que les infrastructures le seront, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, lorsque vous avez 20% des salariés qui seront attendus pour aller sur les usines tech, 80% resteront sur le thermique. Dit autrement, dans les 15 prochaines années, vous avez 80% de ces métiers qui vont être amenés soit à bouger, soit à aller vers d'autres univers. Et je n'ai pas le temps de mettre une cellule de mobilité en place dans le secteur de l'automobile sans que plusieurs secteurs industriels viennent capter la ressource. Vous voyez, c'est-à-dire que, dit autrement, il y a 10 ans, faire bouger des salariés de Goodyear d'une usine à une autre, c'était extrêmement compliqué. Non pas parce que personne ne voulait des Goodyear, entre guillemets, c'est parce qu'il y avait évidemment un conflit sur Amiens, mais surtout parce qu'il n'y avait pas forcément d'usine à proximité. Aujourd'hui, ce qui a fondamentalement changé, j'ai fait accompagner 5000 salariés sur Renault sur les 2 dernières années, et à peu près autant sur le monde de Stellantis, mobilité interne et externe, les mobilités sont beaucoup plus souples et par ailleurs le monde industriel est capteur d'emploi aujourd'hui. Donc d'une certaine façon, ces métiers techniques demandent des formations à l'entrée. Ce qui a fondamentalement changé, c'est le rapport de l'employeur sur l'attractivité et sur sa façon de former dès l'intégration. Donc ce qu'on appelle des formations inversées, ça passe pas un nom dans le monde de l'entreprise. Ces formations inversées consistent à faire en sorte d'avoir un poste à poste pour former 3 à 6 mois. Les préparations opérationnelles à l'emploi sont aussi des dispositifs que l'État a engagés, donc sur lesquels il y a eu énormément d'investissements au cours de ces 4 dernières années. Ça a fluidifié d'une certaine façon les mobilités d'un milieu vers un autre. Donc le secteur de l'automobile, si on n'y prend pas garde quelque part, le secteur industriel, l'impact pourrait être aussi lourd que la sidérurgie française, nous on le pense, en matière de destruction d'emplois, et pourtant l'ensemble des compétences qui sortent de ces univers, de par la construction de process, de rigueur qui sont installés dans ces univers, font qu'en réalité c'est une compétence qui est très bien captée sur les entreprises, en tout cas les industriels en cours, souvent dans des entreprises de petite taille, souvent dans des secteurs autres que l'automobile, parce que l'ensemble du secteur de l'automobile est en transformation aujourd'hui, et aussi sur des transformations positives, il faut le remettre. Merci de nous avoir donné cet éclairage qui montre bien l'ampleur des transformations et la possibilité aussi de les réussir à condition d'y travailler en profondeur. Et d'ailleurs, on y travaille, Oui. juste pour terminer, parce que le dossier de Goodyear, par exemple, qui a été si emblématique en France, 1200 personnes, on a repositionné 95% des salariés en France. Vous voyez, donc parfois, ce qui apparaît comme quelque chose qui faisait extrêmement peur il y a 10 ans, fait que quand on se donne les moyens, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de dossiers comme ça très emblématiques qui passent dans la presse tous les jours. On a tenté, par les enjeux de communication, d'arrêter de faire peur parce que ça ne sert absolument à rien. Et la réalité, c'est que les mobilités sont beaucoup plus faciles aujourd'hui. Christophe, face à ces demandes, toutes ces exigences qui sont parfois contradictoires, et puis voilà. Donc vous n'allez pas répondre à chaque point, mais voilà. Comment l'éducation nationale s'adapte? Qu'est-ce qui vous paraît, vous, essentiel? Alors d'abord, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient d'être dit à l'instant, je crois qu'il ne faut pas non plus noircir le tableau, c'est-à-dire que les institutions mettent du temps à changer. Et dans les faits, il y a des choses qui ont démarré depuis très tôt. L'idée qu'il faut rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de l'école, alors c'est pas forcément pénétré chez tout le monde, mais en tout cas, l'institution elle-même l'a compris, et de mémoire, c'est dès 2008 qu'il y a cette idée que dès la 5e, il faut avoir des parcours de découverte des métiers, des secteurs, voilà. Et là, pour le coup, vous parliez de rupture, il y a une vraie continuité, quelles que soient les équipes au pouvoir. Ça a été reconfirmé par la loi de refondation de 2013, ça a été à nouveau rappelé par le président de la République en 2022 avec des expérimentations sur, y compris avec des questions pédagogiques très intéressantes. Comment on parle d'un métier à des élèves de 5e? Parce que parler d'un métier ou d'un secteur d'activité ou de ce qu'on vient d'évoquer à un élève de 5e, on le fait pas évidemment de la même manière qu'on le fait à un élève de terminale. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de penser ces dispositifs pédagogiques aussi. Donc ça, c'est des choses qui existent. Les dispositifs collectifs existent.
Et j'aurais tendance à dire que c'est vrai que le monde de l'éducation doit peut-être davantage s'ouvrir vers le monde de l'entreprise. D'ailleurs, il existe des stages pour les professeurs de SES en sont particulièrement friands, ou d'économie-gestion, et qui vont faire des stages effectivement en entreprise. La réussite de l'Institut de l'entreprise et le travail qui est mené, ou précisément, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le monde de l'entreprise comprenne ce qu'il y a dans le monde de l'éducation et gomme un peu les préjugés qu'il peut avoir de part et d'autre. Et je prends l'exemple de l'Institut de l'entreprise, parce que c'est pas le lieu ici, mais si on regarde l'histoire de l'Institut de l'entreprise, et plus exactement l'histoire du programme enseignement entreprise, c'est typiquement ça. C'est deux publics qui s'ignorent, qui peuvent avoir une tendance à avoir des visions un peu caricaturales l'un de l'autre et qui finissent par comprendre toute la qualité, tout l'intérêt de ce que fait l'autre, et les partenariats qu'il faut nouer. Donc ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et je crois que plus généralement, la question des ruptures est tout à fait importante. C'est-à-dire, si on dit, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est moins de réguler les flux massifs, mais d'accompagner des trajectoires. Il y a toute une série de ruptures qui qui empêchent et qu'il faudrait pas que... Par exemple, la rupture entre le -3 et le +3. Alors, c'est tout à fait dans le discours, on dit le bac -3, bac -3, bac +3. Et donc maintenant, la plupart des politiques publiques d'éducation sont centrées là-dessus, voire même sur le -5 +5. Mais il existe des digues sur cette trajectoire. Le bac, par exemple, d'une manière très symbolique, reste une espèce de digue infranchissable. Enfin, en tout cas, elle est assez largement franchie, mais qui apparaît comme étant sur le plan symbolique et qui oriente complètement la manière de penser les savoirs, de penser les politiques publiques, etc. Donc là, il y a des choses à faire. Comme ça a été évoqué par nous tous, les discontinuités qui peuvent exister entre formation initiale et formation continue. Il y a très longtemps qu'on parle de formation et d'orientation tout au long de la vie. Bon, les dispositifs existent, c'est pareil, mais avant qu'on bascule complètement ce système, il y a encore du chemin à faire, parce que, encore une fois, il y a de l'inertie institutionnelle. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est quand on parle de trajectoire, on parlait tout à l'heure des risques pour certains, ou de la manière dont ils le vivent. Je crois que ce qui est tout à fait important quand on a une trajectoire, c'est d'éviter que les trajectoires soient enfermantes. Donc, il faut éviter les irréversibilités dans les parcours. Donc, ça veut dire qu'il faut imaginer, autant que faire se peut, toutes les passerelles possibles, les secondes chances. Il faut aussi qu'on change de regard. Vous parliez le regard qu'on va avoir sur la génération Z et sur le fait qu'on ne va pas recruter dans les entreprises, que les entreprises doivent donc changer un peu leur modèle de recrutement parce qu'elles n'ont pas en face les mêmes jeunes. Mais je crois qu'on doit également changer de regard sur les trajectoires de formation et de carrière. Reconnaître que l'erreur a des vertus positives, qu'on peut tout à fait avoir des trajectoires avec des chemins de traverse, qu'on peut voilà, tout l'enjeu, si on arrivait à réouvrir en permanence les opportunités. Alors vous rêviez tout à l'heure tout haut, je rêve également tout haut, parce qu'il y a énormément de travail, mais on n'est pas sorti de ce que les sociologues appelaient le modèle corporatiste. On est dans un modèle qui reste encore très largement corporatiste en France, effectivement, qui a eu ses vertus, qui a été un formidable système pour former des élites, tant des élites dans la haute fonction publique que des élites dans l'entreprise, dans un moment où le modèle économique français correspondait à ces exigences-là. Bon, mais il faut que tout ça se transforme. Et c'est vrai qu'on continue d'avoir un regard qui est quand même... moi, je suis toujours marqué quand je lis de très bons journaux comme Les Échos, par exemple, ou d'autres. Très bien, continue. Je continue de voir comment des gens de mon âge, à 60 ans ou même un peu plus, lorsqu'ils changent de métier ou changent de profession, on cite en premier le diplôme qu'ils ont eu quand ils avaient 25 ans. On dit les polytechniciens, on dit voilà. Et donc c'est très bien, c'est évidemment vertueux, mais on comprend bien qu'on n'est pas encore sorti d'un système où, en gros, beaucoup de choses se jouent avant 25 ans. C'est-à-dire que si vous intégrez les 5 grandes écoles de commerce, vous savez que vous avez une trajectoire qui est à peu près tranquille et que là, pour le coup, vous pouvez affronter les mobilités, les changements de métier, vous avez tout ce qu'il faut. Que par contre, si vous l'avez pas pris, même si ensuite, vous avez une trajectoire, vous arrivez à construire, vous allez assez vite buter quand même sur une série de plafonds de verre, etc. Donc il y a aussi tout ça qu'il faut arriver à transformer. Ce que je veux dire, c'est que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, l'éducation nationale ne peut pas tout faire. L'éducation nationale, elle est une forme institutionnelle parmi tout un complexe, et c'est l'ensemble du complexe qu'il faut transformer, qui est en train d'ailleurs de se transformer. Et c'est à l'ensemble de ces transformations-là qu'il faut donner du sens, je crois, à l'ensemble des acteurs que nous sommes. Je voudrais juste rebondir sur ça, parce que vous avez parlé de seconde chance, et je pense que c'est une chose absolument fondamentale. Il en faut une seconde, il en faut une troisième, il en faut une quatrième. Ça s'organise, ça ne s'improvise pas. Il faut donner la deuxième, la troisième, la quatrième chance. Et ça, je pense que c'est absolument cohérent avec l'apprentissage de ce qu'on sait faire qui ne se résume pas à un geste professionnel unique. C'est ce qui est dans le savoir-être, dans la manière de travailler en équipe, de travailler avec d'autres, d'honorer ses obligations. On est un pays qui, quand on regarde, et ça c'est assez clair dans les statistiques de comparaison,
a sur la détermination des trajectoires un poids plus important que d'autres des diplômes initiaux. Oui. Et il faut se donner des chances additionnelles plus tard dans la vie, d'autant que l'octroi des diplômes initiaux n'est pas du tout neutre, c'est-à-dire qu'il bénéficie souvent à des enfants dont les parents savent que c'est important. Alors ça va être les familles de cadres, ça va être les familles d'enseignants, et s'ils ne sont pas nés dans cette famille-là, ils vont peut-être pas savoir qu'ils avaient la possibilité, l'opportunité de faire quelque chose, d'où le caractère encore plus important d'offrir une seconde, une troisième, une quatrième chance. Non, je voulais juste réagir parce que c'est vrai, et la France est quand même, moi j'ai passé beaucoup d'années à l'étranger et à voyager dans Saint-Gobain. La France a cette caractéristique, mais je pense, en tout cas par rapport à il y a 30 ans, ça a quand même déjà beaucoup changé dans les entreprises. Hein. Donc, j'allais dire, c'est plus des représentations de société que la réalité du monde de l'entreprise aujourd'hui. Si on voit d'ailleurs la direction des grandes entreprises françaises, qu'on compare aujourd'hui les profils de ceux qui les dirigent par rapport à il y a 30 ans, ça a beaucoup changé. Bah oui, c'est beaucoup plus diversifié. Oui, c'est beaucoup plus diversifié. Alors, Christophe nous a décrit ce que faisait l'éducation nationale pour s'adapter, pour essayer de s'ouvrir davantage. Et vous, Pierre-André, vous de prendre votre casquette à Institut d'entreprise, il y a aussi quelque chose auquel l'Institut contribue et qui est aussi un autre apport de ressources qui est Melchior. Voilà. C'est le programme enseignement entreprise qui est un très beau partenariat. Hein. J'arrive à l'Institut d'entreprise comme président depuis 3 mois, donc je découvre, je connaissais un peu, mais j'allais dire c'est d'une des choses qui m'ont vraiment intéressé le plus dans ce nouveau rôle que j'ai, c'est vraiment ce partenariat avec l'éducation nationale, et la discussion qu'on a depuis un moment montre bien qu'on a besoin les uns des autres, et donc c'est essayer c'est une initiative, ce partenariat, pour essayer de décloisonner et de rendre le monde de l'entreprise plus conscient de ce qui se passe dans l'éducation nationale, même si, j'allais dire, enfin moi c'est un peu tard maintenant, mais beaucoup de gens dans l'entreprise, ils savent ce qui se passe dans l'éducation nationale par leurs enfants. Ouais, mes enfants, ils sont sortis maintenant, mais pour ça, quelquefois, peut-être, vous avez pu trouver que j'avais peut-être un temps de retard par rapport à des changements qui ont eu lieu. Mais donc je pense que ça, c'est extrêmement important, et je pense que l'éducation nationale, alors évidemment dans les disciplines de sciences économiques et sociales, et je crois que c'est très intéressant dans ce qu'on fait depuis quelques années, c'est que ça va bien au-delà. Hein. Et donc on essaye de rapprocher avec ce partenariat, de rapprocher ces deux mondes. Alors il y a quelque chose d'important qui a lieu tous les étés, qui sont ces rencontres enseignants-entreprises. L'année dernière, on a travaillé sur ce que voulait dire la transition écologique, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, quels allaient les grands changements. Je crois que le dialogue entre les enseignants et l'entreprise est quelque chose d'extrêmement important. Et alors, il y a quelque chose qu'on a développé progressivement et qui a pris un envol compte tenu des évolutions des technologies dont on a parlé, qui est donc le site melchior.fr, qui est un site sur lequel des enseignants, je crois qu'il y a 70 enseignants qui travaillent sur ce site, proposent à d'autres, des élèves et des enseignants, des contenus qui sont sur ces sujets d'économie et qui sont nourris de relations avec les entreprises, des cas, et je crois que, et alors le digital de ce point de vue-là est formidable. L'année dernière, on a eu plus de 2 millions de visites, 40% de plus que l'année d'avant, avec une envolée en 2022 de la vidéo. YouTube, on a fait 5 fois plus que l'année d'avant. Donc, avec un nombre d'heures vues qui sont très importants. Donc voilà, c'est une des manières, j'allais dire, de rapprocher l'entreprise et le monde de l'éducation. Moi, j'ai bien l'intention de continuer, d'aller encore plus loin. On va travailler maintenant sur le sujet de l'orientation, je crois, le Melchior de l'orientation,
aujourd'hui, c'est de ce point de vue-là un jour important. Et donc, c'est une initiative qui existe depuis un moment, et je crois que ça marche parce qu'il y a un soutien important à la fois d'un certain nombre d'entreprises et du monde de l'éducation nationale pour irriguer. Alors, et c'est ça je voudrais insister juste sur ce point, c'est que aujourd'hui, on voit bien que de la même manière que les compétences, on a besoin de compétences transversales, donc d'un socle solide, mais pas forcément dans une discipline uniquement. De la même manière, je pense qu'aujourd'hui, cette connaissance des réalités économiques et de l'entreprise, c'est pas seulement dans les sciences éco, dans ces disciplines qu'on a besoin, c'est dans beaucoup de disciplines qui sont enseignées à l'école que c'est bien qu'il y ait une imprégnation de ce que c'est que la réalité professionnelle des élèves 10, 20 ans, 30 ans après. Et je pense que une des évolutions importantes, c'est que ce site Melchior, aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé par des disciplines variées à l'intérieur du monde de l'éducation. Merci. Des questions de la salle, donc, qui sont adressées plutôt à Christophe, pour commencer. Premièrement, vous n'êtes visiblement pas complètement convaincu, donc comment le système éducatif peut-il répondre aux compétences de demain exigées par les entreprises? Voilà ce que vous avez dit. Alors, deux réponses. D'abord, dans un premier temps, ne pas considérer que le système éducatif puisse tout faire. Ouais. Moi, ce qui me paraît tout à fait essentiel, ce dont je suis convaincu, c'est que quand on enseigne, ce qui est le premier des métiers des enseignants, lorsqu'on enseigne, on transfère des savoirs disciplinaires, on transfère aussi des compétences, que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on développe des compétences. Voilà. Simplement, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience et de l'objectiver pour les élèves. Mais les compétences, encore une fois, à travailler ensemble, les compétences à apprendre tout au long de sa vie, encore une fois, j'y reviens, c'est parce qu'on a des compétences, c'est pas tant qu'on ait un socle de compétences, ça c'est important en soi, mais c'est parce qu'on a pris du plaisir à apprendre et parce qu'on a réussi dans son apprentissage initial qu'on va avoir envie de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Enfin, encore une fois, c'est l'effet pervers qu'on rencontre souvent dans les systèmes de formation continue. Non seulement on a tendance à vouloir former ceux qui sont déjà formés, parce que, j'allais dire, entre guillemets, c'est plus rentable, mais il est de toute manière très difficile. On croit que c'est plus rentable. Plus facile. C'est en tout cas plus facile, parce que c'est très compliqué. Des gens qui ont acquis moins de savoirs initiaux ou qui ont moins bien vécu leur formation initiale, de retourner voilà. Donc je pense que de tout temps, on a travaillé sur ces compétences-là. Alors il y a des choses qu'il faut apprendre à faire. La compétence à s'orienter, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Je crois qu'on a pris la mesure. On a introduit les réformes récentes ont introduit des heures dédiées à l'orientation dans les cursus, les fameuses 54 heures, par exemple, au lycée général, les 265 heures sur 3 ans au lycée professionnel. Donc, il y a cette idée que, d'abord, que l'orientation, ça se décide pas en terminale, que c'est quelque chose qui se construit au long cours, au minimum à partir de la seconde, mais dans les faits, il existe le parcours Avenir depuis 2013 qui démarre dès la 6e. Il y a des découvertes des métiers à partir de la 5e. Donc, il y a cette idée que là aussi, il faut un continuum, qu'on ne découvre pas son métier, même son secteur d'activité. On découvre d'abord des passions, on découvre d'autres métiers que celui d'enseignant ou celui de ses parents, etc. Enfin bon, donc il y a tout un travail sur cette idée-là et sur le fait qu'il faut effectivement développer une pédagogie de l'orientation de manière là pour le coup à rendre autonome chacun et chacune, c'est le rêve, dans sa capacité à s'orienter tout au long de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge, qui est long à mettre en place pour plein de raisons, y compris d'organisation concrète. Voilà, comment dégager 54 heures dans l'enseignement, comment est-ce que je les finance, qu'est-ce que j'y mets, comment je fais intervenir les conseillers d'orientation, mais en articulation avec les professeurs, etc. Donc il y a plein de choses très concrètes ensuite à régler. Mais je crois que la mesure de ce qu'il convient de faire, me semble-t-il, a été prise. Je pense que là, comme dans beaucoup de domaines, il faut simplement l'objectiver. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit un gros mot, il faut que les enseignants revendiquent le fait qu'effectivement, en transmettant du savoir disciplinaire, au travers de leurs actes pédagogiques, ils transmettent aussi une série de compétences. Et je pense que plus ils en seront conscients, plus ils arriveront à les renforcer. Compétences à travailler collectivement, les compétences à avoir un esprit critique, compétences à gérer de l'information, compétences à apprendre. Autre question, je pourrais vous la poser, mais je vais la poser à Gilles. D'abord, c'est comment le progrès technique ne va-t-il pas transformer profondément la nature de certains emplois traditionnels, entre guillemets traditionnels, j'insiste, comme le métier d'enseignant?
Alors, c'est bien de me la poser à moi. Ça, c'est la peur de comme ça, ChatGPT. je suis sûr que je peux dire des sottises. Bon, alors, il y a une partie d'appui au métier d'enseignant qui pourrait venir du recours plus large à des systèmes d'information qui seraient bien conçus. Je veux dire, il peut y avoir des jeux en ligne, il peut y avoir des choses comme ça qui sont des aides. Le métier d'enseignant a quelque chose d'irréductible dans le contact entre un enseignant, une classe, des élèves, qui ne se réduira jamais à une chose complètement informatisable. Donc je crois qu'il faut être conscient de ça. En revanche, effectivement, il y a des petits bouts, c'est toujours la même différence, qui peuvent bénéficier de ces changements. Il y a eu une petite vague de terreur au cours des derniers mois sur ChatGPT et tout ce qui tourne autour. C'est normal qu'on ait peur parce que c'est quand même très spectaculaire. Quand on regarde exactement ce que ça peut produire comme effet concret, on arrive tout de suite sur des choses plus limitées. On est en train de lancer le test chez nous, de voir dans le métier que nous faisons, donc un métier d'études, ce que ChatGPT peut changer à la façon dont on travaille. Donc, on va l'expérimenter dans les mois qui viennent et on est en train de se faire des grilles d'analyse très très précises de ce qui pourrait être automatisé et surtout des faiblesses. La plus grande faiblesse de ChatGPT, je le signale pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté, c'est que c'est une boîte noire. C'est-à-dire que ça vous donne un résultat, mais vous ne savez pas comment le résultat a été produit. C'est le contraire de la manière dont on construit du savoir, puisque une chose essentielle quand on construit vraiment du savoir, c'est de savoir comment on l'a fait. Et vous ne savez pas si c'est vrai. Et on ne sait pas si c'est vrai. Et il peut y avoir des erreurs. Et le système vous dit, d'ailleurs, quand vous l'interrogez sur ça, je peux faire des erreurs. Il est honnête. De ce point de vue-là, il est programmé pour être honnête. De ce point de vue-là. Donc, ne nous faisons pas des grandes craintes millénaristes sur le fait que ça serait dévasté par le recours à ces usages. Il y a des usages où ça existera, où ça aura une importance. Ils forceront à des évolutions de ces systèmes d'information pour que les choses soient traçables. Je prends un exemple très simple. On sait maintenant qu'un système d'information bien fait est capable d'interpréter les photographies qu'on prend pour identifier les tumeurs cancéreuses plutôt mieux dans 95-97% des cas que le médecin, même oncologue spécialisé, etc. Donc on va le développer, mais on sait comment on l'a fait. Parce qu'on a fait l'apprentissage sur des millions de photos dont on savait à quel moment elles ont été prises, quel a été le développement ultérieur, etc. Donc oui, ça va changer le métier des radiologues, oui, ça va changer le métier des oncologues, et ça prendra des années et des années, et ça sera effectivement une vague de fond, et il y aura malheureusement toujours beaucoup de cancers et il y aura une allocation différente du temps des médecins qui s'occupent des cancers par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc là, on va avoir des exemples très très forts et très puissants d'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que le métier sera bouleversé. Le métier de radiologue pour interpréter les photos, va pas mal changer, ça oui. Mais ça permettra de faire le métier de médecin sur la cure et la manière d'aider un patient qui passe par ça à choisir ses soins, à les suivre, etc. Il y a tout un débat là-dessus, sur les capacités de ces outils à se substituer, pas tellement à des emplois, mais plutôt à certaines tâches, et la capacité de l'autre côté, et ça dépend aussi de ce qu'on veut en faire, à augmenter les capacités de chacun. Christophe, tout de même, sur ce. Oui, non, enfin, Gilles de Marcheville a parlé d'or, mais non, je pense qu'effectivement, il y a des invariants, pour le coup, qu'on peut retracer dans l'histoire du métier d'enseignant. Donc, ça, je crois qu'ils disparaîtront pas. Notamment ce que j'évoquais sur le rapport au savoir. J'insiste, ça me paraît tout à fait essentiel. Et y compris au regard de ce que vous évoquiez sur l'impact du numérique. Je pense que de fait, ces transformations-là, elles impacteront moins le métier lui-même que la relation à l'élève. C'est-à-dire qu'on a, vous l'avez évoqué, des élèves qui naissent maintenant dans cet univers numérique. On peut donner toutes les interdictions qu'il faut, qu'ils n'aillent pas utiliser ChatGPT, ils iront, de la même manière qu'ils vont sur Wikipédia ou qu'ils vont sur Internet, etc. Alors, je pense que... et plus tard dans la vie active, ils se serviront de ces outils. Bien sûr. Donc je pense qu'une des compétences à développer, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'esprit critique, c'est d'être capable de gérer cette information. Bien sûr. Quand j'ai fait ma thèse il y a maintenant... quelques années, on va dire. Voilà, c'était d'ailleurs très confortable d'une certaine manière, parce qu'on était limité par ce qu'on avait à la bibliothèque universitaire.
modulo les prêts inter-BU qu'on arrivait à faire en recevant un bouquin 3 mois plus tard. On pouvait toujours dire, bah voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Maintenant, on peut plus. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut être capable de gérer ces flux d'informations. Ça, c'est une vraie compétence. Et ça, c'est une compétence que les professeurs peuvent exercer auprès de leurs élèves, de leur apprendre à utiliser intelligemment l'outil numérique, y compris des choses comme ChatGPT. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ça transformera, mais ça transformera pas le fait que fondamentalement, un professeur est là pour instruire. Moi, j'aime beaucoup ce terme, l'instruction. Il est là pour instruire, transmettre des savoirs, puis développer tout ce qu'on aime. Bien, cette conférence va bientôt s'achever. Je voudrais demander à chacun d'entre vous maintenant si un mot de conclusion, peut-être sur qu'est-ce qui dans cette course au changement, on a évoqué beaucoup de ces changements. Qu'est-ce qui lequel vous paraît le plus important ou lequel peut-être on n'a pas assez évoqué, Estelle? D'abord, moi, je voudrais avoir quelques mots positifs sur la confiance que j'ai dans le monde de l'entreprise et sa capacité finalement à être extrêmement résiliente face au changement. Donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, le monde de l'entreprise, pour revenir un peu à nos propos du début, tout va se transformer, 50% des métiers vont disparaître. Il faut reconnaître quand même que l'entreprise, depuis le Covid d'ailleurs, a démontré sa capacité à protéger et d'une certaine façon sa capacité à envelopper un peu mieux les salariés pour leur donner les axes ou les moyens en tout cas d'accompagner la transformation. Ce qui est attendu en matière de compétences, on parle de soft skills, c'est une des principales compétences qui est attendue dans l'entreprise, c'est la curiosité. Et la curiosité, c'est celle que vous avez en capacité de recherche. C'est celle que vous aurez en capacité sur le ChatGPT. C'est celle que vous cultiverez parce que vous irez voir ici ou là des acteurs de l'orientation. Vous développerez vos capacités justement à pouvoir bouger d'un endroit à l'autre. La curiosité, c'est juste la capacité à s'ouvrir aux autres, au monde, au collectif, au processus collaboratif. Moi, je ne suis pas inquiète parce que je sais que les aides qui arrivent sont 10 fois plus curieux que ma génération parce qu'ils ont eu accès à des réseaux sociaux. Par contre, face à la curiosité, il faut aussi accepter l'esprit critique et donc la contradiction et donc mesurer son niveau d'exigence par rapport à parfois une information souvent ici ou là erronée. Je ne vais citer que ChatGPT puisque je lance évidemment dans le secteur du conseil des groupes de travail pour voir la pertinence de ces outils et je suis plutôt pour l'instant en questionnement puisque la première question a été évidemment qui est mon entreprise et mon entreprise a été annoncée comme filiale de mon principal concurrent. J'ai tout de suite compris que ChatGPT, on avait un peu de temps avant que tout ça soit suffisamment robuste pour que ça modifie complètement les métiers. Donc la curiosité, la capacité critique, ce seront deux compétences essentielles. Ensuite, je pense qu'on saura tous et ces générations sauront naviguer dans le monde de l'entreprise qui aujourd'hui a les moyens aussi de développer les compétences. Gilles. Moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que vient de dire Estelle, donc je vais rajouter un angle un petit peu différent. C'est l'importance du temps. On sait pas mal ce qu'on devrait faire pour pouvoir aller dans les directions dont on vient de parler. On sait que quand on ne le fait pas, on pèse sur la capacité de notre monde à s'adapter, de notre économie à s'adapter. Tout ce dont on vient de parler, il faut le faire maintenant. Il faut y aller, il ne faut pas perdre de temps. Parce que tout le temps qu'on perd coince des gens dans des métiers où ils sont éventuellement malheureux alors qu'ils auraient d'autres options, retarde les gains de productivité qu'on pourrait faire. Et donc, on a vraiment intérêt à considérer que maintenant qu'on a un diagnostic qui est assez largement partagé sur ces questions de métier, de compétences, d'évolution au cours du temps, allons-y. Christophe. Je vais rajouter juste un petit point. Alors, le premier point, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur qu'on fait souvent de considérer que l'éducation nationale, à elle seule, puisse prendre en charge l'ensemble des transformations qui sont nécessaires. C'est-à-dire que là, on voit bien que c'est un système économique qui se transforme et que c'est donc tout un système institutionnel qui doit se transformer. On a évoqué divers points. Pour autant, évidemment, l'éducation nationale ne peut pas rester hors du temps. C'est-à-dire que le fait qu'on soit dans des périodes de transition profonde, écologique, numérique, industrielle, impacte les métiers, on l'a vu, impacte leur stabilité, voilà, leur pérennité. On est dans ce que Philippe Aghion aime appeler la destruction créatrice. Donc on a des métiers qui se détruisent, qui se transforment, d'autres qui se créent. Et donc il faut armer, c'est-à-dire qu'on a basculé, et je crois que là, l'éducation nationale en a pris toute la mesure, on a basculé d'une logique de régulation de flux à une logique d'accompagnement des trajectoires individuelles.
il faut prendre tout ce qu'il y a de nécessaire pour qu'effectivement, alors ça a été souligné par Gilles de Margerie et par moi-même, c'est-à-dire que on est le système éducatif qui reproduit le plus les déterminants sociaux, les déterminismes sociaux, on le sait. Et là, il y a un danger supplémentaire. C'est-à-dire que si justement on se contentait de dire, maintenant, vous devez vous orienter vous-même, vous devez développer vos compétences informelles, etc., sans mettre en place dans l'éducation nationale et en dehors l'ensemble des dispositifs collectifs qui permettent à tous de pouvoir se saisir de ces compétences-là, alors là, on risquerait de créer une machine à reproduire à nouveau les inégalités. Donc je pense que l'enjeu, il est véritablement là, il est de construire dans l'éducation nationale et en continuité avec le reste, de la formation, l'orientation tout au long de la vie, en articulant différents acteurs, les entreprises, les régions sur l'information métier, l'éducation nationale elle-même, etc., de manière à effectivement développer la polyvalence, donner du sens à l'ensemble de ces transformations, et puis tout en continuant à faire le vieux métier d'enseignant, qui est de transmettre des savoirs, d'avoir bien conscience qu'on ne fait pas que ça en le faisant, qu'on développe par exemple l'esprit critique, l'esprit collaboratif, la capacité à s'orienter. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais peut-être deux choses. La première, c'est que c'est l'introduction de Gilles. Je crois que la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde. Alors, et par rapport à ça, je veux dire, il faut, c'est très positif par rapport à l'anxiété. On parle de morosité, d'anxiété dans deux domaines. La première, c'est, alors on a parlé de reconversion, c'est que ça va être quand même globalement, tout ça va être très positif. Et donc, il faut abandonner cette vieille. Et la deuxième chose sur l'anxiété, elle est plus compliquée. C'est l'anxiété de l'orientation et du fait de dire que là aussi, vous n'allez pas préparer à des trucs qui seront figés pour toute la vie. Et ça peut générer, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'anxiété. Donc je pense que c'est dans la capacité à positiver et à orienter positivement et à faire de l'orientation que ce soit quelque chose de positif en disant et c'est bien si ça change et si ça continue à changer. Là, on a encore beaucoup de travail, mais je pense que c'est absolument fondamental. Il nous fait une belle collection de mots, je trouve, pour terminer cette conférence. Curiosité, esprit critique, temps, transformation, et puis destruction créatrice. Il faudrait peut-être parler de création destructrice, mais de création d'abord. Ouais. Ça, c'est le rôle de l'entreprise. Donc ces changements sont des risques, mais aussi de formidables opportunités. Merci à toutes et à tous, à vous, aux panélistes, à vous qui êtes dans la salle et à vous qui êtes en ligne. Et dans quelques minutes, la table ronde suivante.